Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui ça va être court, clair et j'espère le plus précis possible. L'objectif c'est de réagir à cette annonce, qu'un F-35C de l'US Navy a été perdu lors d'un appontage à bord de l'USS Carl Vinson que vous connaissez peut-être pour le film En territoire ennemi. Dans un premier temps, je vais rapidement vous expliquer ce qu'il faisait du côté de l'Asie, pas très loin de la Chine. Dans un deuxième temps, vous expliquer très rapidement ce qui se passe là-bas. Et ensuite, nous allons réfléchir à quel type d'incident, ou d'accident pour être plus précis, aurait pu se produire et qui expliquerait la perte d'un F-35 et 7 marins blessés à bord. Et aujourd'hui, pas de jingle, pas de montage, je suis entre deux trains. À l'heure actuelle, vous avez les États-Unis qui roulent un petit peu des mécaniques face aux Chinois. Vous avez deux groupes aéronavals déployés, le CSG-1, le Carrier Strike Group 1 avec l'USS Carl Vinson et le CSG-3 avec l'USS Abraham Lincoln. Donc deux groupes aéronavals, deux porte-avions américains, leurs escortes et en plus vous avez les Japonais qui participent avec leurs porte-hélicoptères. Donc ça fait beaucoup de ferraille, beaucoup de tonnage en mer. Et de l'autre côté, vous avez les Chinois qui, eux, montrent un petit peu leur biceps du côté de Taïwan. Avec le 23 janvier, un total de 39 aéronefs chinois qui sont rentrés dans l'ADIZ, Air Defense and Identification Zone. Donc en fait, l'ADIZ, qu'est-ce que c'est? On vous dit souvent, oh, ils ont pénétré la zone d'identification de Taïwan. Il faut savoir que la zone de classification d'identification de Taïwan, elle commence au-dessus de la Chine. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a une différence entre cette fameuse ADIZ et les eaux territoriales. Les eaux territoriales, 12 nautiques, il ne faut pas rentrer dedans, et les Chinois ne rentrent pas dedans. L'ADIZ, c'est une zone de détection, on est au-delà des 12 nautiques, et les Chinois y vont régulièrement. Et le 23, ils y sont allés avec 39 aéronefs quand même, je ne sais pas si vous voyez. On a 2 Y9G. Alors, je ne vais pas vous mettre toutes les incrustations, là, malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Je vous promets, je vais vous préparer une belle vidéo dans les prochaines semaines sur ce qui se passe là-bas. Mais vous avez eu des J-10, donc c'est des avions multirôles de chasse, 24 J-16, pareil, du gros chasseur chinois, des avions d'élite, donc de guerre électronique, et même un H-6, un bombardier. Ça, c'était le 23. Et le 24, pour la première fois, vous avez des J-16D. Le J-16D, c'est le growler. Le growler, c'est quoi? C'est le Super Hornet version guerre électronique. Le J-16D, c'est le growler chinois. Ça serait un avion qui ressemble à un gros Sukhoi, version chinoise, mais qui peut faire de la guerre électronique. Et pour la première fois, après avoir fait son premier vol en décembre 2015, il aurait pénétré cette fameuse ADIZ. Donc ça montre que les Chinois sont en train de monter en compétence, montre un petit peu les muscles. Et dès que vous mettez beaucoup d'avions en vol, dès qu'il se passe beaucoup de choses, dès qu'il y a des tensions, généralement ça augmente les chances d'accident. Et la loi des séries, ce coup-ci, c'est un F-35C qui a eu un souci lors de l'appontage sur le Carl Vinson. Alors le F-35C, il arrive comme un avion de chasse normal. Je vous rappelle que le FC a eu des soucis au niveau de la crosse, mais le F-35, celui-ci, il appartenait au VFA 147, les Argonautes, un escadron de l'US Navy basé normalement à Lemoore en Californie, qui a été créé le 1er février 1967, qui a été équipé de A-7, de F-18C, de Super Hornet et depuis peu de F-35C. Les Argonautes, pour la petite histoire, ils tiennent leur nom de la mythologie grecque. C'est un groupe de héros qui sont partis d'Iolcos avec Jason pour récupérer la fameuse toison d'or. Ils sont montés à bord d'un navire qui s'appelle l'Argo et il y a toute une histoire mythologique autour de ça. Donc c'est 87 hommes qui sont partis sur ce bateau, Jason et une femme. Et donc ce groupe de héros, c'est les Argonautes. Et il y en a un qui aurait pu plus mal finir. Il a survécu. Heureusement, le pilote, il a été récupéré par l'hélicoptère de secours. Et ce que je voudrais que vous preniez en compte, c'est que le Carl Vinson, il a appareillé le 3 août 2021. Donc chez moi, là, on est le 25 janvier. Donc ça fait août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait 6 mois qu'ils sont en mer. Donc ils doivent pas être frais. Alors les déploiements américains sont longs, mais en ce moment, voilà, avec ce flex show, comme on dit en Amérique du Nord, flex, c'est quand tu contractes cette compétition de musculation, ça tire sur les équipages. Alors, les informations dont on dispose, il n'y en a pas beaucoup. On n'arrive pas à savoir, j'ai vu des différentes sources. Alors, au moment où je sors la vidéo, là, pour tout vous dire, il est 22h47. Nous sommes mardi soir et je compte sortir la vidéo mercredi matin. Il faut que je l'édite dans le train.
Les informations que j'ai à l'instant T sont que l'US Navy n'a pas encore communiqué sur le fait si le F-35C était perdu ou pas, mais j'ai vu passer une information comme quoi apparemment il faut le récupérer au fond de la mer. Petit aparté, je pense qu'ouvrir une entreprise de récupération et de renflouage de F-35 pourrait être assez rentable. Je vais étudier le business plan d'ailleurs. Mais ce F-35 est sûrement perdu au fond de la mer, il va falloir le récupérer. S'il est sur le bateau, c'est étonnant. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup de dégâts au niveau du pont. Que peut-il se passer? Il y a certains tweets de personnes bien informées du milieu qui parlent d'un ram strike. Le ram strike, qu'est-ce que c'est? Vous avez votre porte-avions, il avance. Il faut, pour que le porte-avions, pour que les avions puissent se poser, un certain vent sur le pont. Imaginez, vous avez 10 nœuds de vent en mer, le porte-avions va avancer, on va dire, à 20 nœuds. Là, face au vent, vous avez 30 nœuds sur le pont, et vos avions arrivent. Imaginez, ils arrivent à 130 nœuds, il y a 30 nœuds de vent, et bien au moment de la vitesse d'entrée dans les brins, ils ont 100 nœuds de vitesse relative. C'est pour ça que vous voulez toujours avoir du vent de face. Donc le bateau, vous arrivez par l'arrière, vous avez une certaine marge à l'arrière, sur le Charles de Gaulle à peu près 2,60 m, sur un porte-avions américain c'est un peu plus. Ça vous permet de passer au-dessus en toute sécurité et de venir chercher la zone des brins. Il y a 3 ou 4 brins sur les porte-avions américains. Maintenant, la problématique, c'est qu'un bateau, ça bouge et la pente qui est plus forte sur un porte-avions qu'à terre vous permet justement bien, de vous affranchir des soucis. Et si les mouvements de pont sont trop forts, vous n'êtes pas censé mettre en œuvre la composante aérienne. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un ram strike, c'est taper l'arrière. C'est pour ça que c'est souvent là que sont les fumeurs. C'est pas une situation d'avenir d'être fumeur. Si le bateau bouge comme ça, que vous arrivez, que vous êtes trop bas sur le plan, vous tapez l'arrière, vous n'arrivez pas à être dans les brins d'arrêt, ram strike, pouf, après vous tombez dans l'eau. Ou vous laissez un morceau de l'avion sur le pont d'envol, je vous montrerai des vidéos, des photos dans une autre vidéo. C'est déjà arrivé par le passé, c'est arrivé en France, c'est pas arrivé récemment, c'est arrivé aux États-Unis, c'est tragique, c'est dangereux pour le personnel sur le bateau, c'est souvent fatal aux pilotes. Je ne sais pas si c'est ça. Deuxième hypothèse, et ça s'est arrivé par le passé avec des F-18, avec quasiment tout type d'avion, votre avion arrive, il tape, il engage les brins, le brin d'arrêt pour une raison X, Y ou Z, voire pire, mais ça, à ma connaissance, c'est vraiment pas souvent arrivé, la crosse casse, et là, vous vous retrouvez avec un avion qui a subi une décélération, du coup, il a un bilan énergétique qui ne lui permet plus, même s'il met plein gaz, de se sustenter en sortie de pont, donc il va aller à l'eau, le pilote va devoir s'éjecter et être récupéré par l'hélicoptère, dit le Pedro de secours. D'ailleurs, merci aux pilotes de Pedro et aux plongeurs de bord. Et ce qui est possible, c'est donc que le brin peut-être est cassé. Si le brin casse, le brin risque de partir. Normalement, le personnel de pont doit se cacher derrière les véhicules, de manière à se prémunir d'un danger. Mais là, si vous avez le brin d'arrêt qui part, c'est déjà arrivé dans le passé, ça peut venir fouetter des jambes, casser des jambes. Et ce que nous avons de sources sûres, c'est qu'il y a eu 7 blessés, 4 ont pu être réparés, si je puis dire, sur le bateau, 3 ont dû être évacués vers Manille, qui est un peu un gros port américain là-bas, enfin où il y a une présence américaine, et aux Philippines, et sont en conditions stables là-bas. Donc qu'est-ce qui aurait pu justifier qu'on les envoie là-bas? Voilà, un souci au niveau des membres inférieurs, des factures très lourdes, ou alors, sur le cas d'un ram strike, bien de la projection de pétrole, de feu, ou voilà, ces besoins-là. Donc à l'heure actuelle, les deux hypothèses les plus probables sont donc un ram strike, on tape à l'arrière, ou alors un souci dans les brins, avec une vitesse d'arrière qui est plus bonne, l'avion qui n'arrive pas à s'arrêter, qui passe par-dessus bord, des dégâts occasionnés par la rupture du brin. D'autres hypothèses sont possibles, c'est la magie de l'aérien. Vous avez également la possibilité que le ram strike soit dû peut-être à une collision aviaire en courte finale. Imaginez votre avion va bien, et là d'un coup, pouf, monomoteur, vous avez une panne moteur, eh bien vous allez monter en incidence, ça va mal se passer. Le pilote aurait peut-être essayé d'éviter le bateau pour protéger les marins à bord, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà ce que nous savons à l'heure actuelle. Vous allez me dire pas grand-chose, mais je voulais vraiment vous faire passer ce concept que vous allez peut-être voir dans la presse de ram strike, ça tape l'arrière, ou alors les brins d'arrêt cassent. Ça vous freine, vous allez devoir abandonner le bateau, l'avion, pardon, parce que vous allez passer par-dessus bord. Là, attention à pas vous éjecter trop tard, à pas être bloqué sous le porte-avions américain. On parle quand même de porte-avions qui font plus de 300 mètres de long, et qui font dans les 100 000 tonnes. Voilà. Alors après, si ça, on part dans les théories du c'est à cause du vol des J-16D que le F-35 a été endommagé, je pense qu'on l'a vu avec le crash du F-35B, dont les vidéos ont fuité, en anglais, et bien souvent c'est la faute à pas de chance, ou c'est un alignement, un concours de circonstances, l'alignement des plaques d'Horizon comme on dit. Donc le plus important maintenant, eh bien, c'est déjà de souhaiter un bon rétablissement au personnel, d'espérer que l'enquête sortira rapidement, mais
Dans l'univers du porte-avions, vous avez des caméras absolument partout, donc il va y avoir une multitude d'images qui sortiront lors de l'enquête et on saura exactement ce qui s'est passé. Le point observé dans les prochaines 24 à 48 heures, c'est quelle décision est prise par rapport à la flotte des F-35C. Au moment où je fais cette vidéo, les F-35C ne sont pas interdits de vol. Il s'agit donc d'un événement aérien et ils ne pensent pas que la flotte doit être arrêtée. Si on apprend que tous les F-35C sont arrêtés de vol, ça va être autre chose. Maintenant, à l'heure actuelle, l'US Navy n'a pas beaucoup d'escadrons de F-35C, donc il est urgent d'attendre. Petit terme pour les plus spécialistes d'entre vous, le terme citadelle. Vous êtes à bord du porte-avions Charles de Gaulle, il y a un incident aérien, quand j'y étais, on a perdu un Rafale au large de l'Espagne. Eh bien, dans la foulée, le porte-avions passe en citadelle, vous ne pouvez plus émettre de la data vers la Terre, vous ne pouvez plus recevoir de coups de fil, nous sommes isolés du reste du monde, ce qui empêche la fuite d'informations vers la presse, vers les proches, vers Twitter, vers toutes ces choses-là. Donc, il est probable que les Américains conservent un petit peu l'information dans les prochains jours, le temps que la police puisse faire son travail. En termes d'enquête, eh bien, vous allez avoir forcément une multitude d'enquêteurs, des constructeurs, des personnes indépendantes, tout ça. Avec les Américains, voilà, moi je suis pas inquiet, je pense que la vérité sortira, donc il n'y a plus qu'à être patient. Je vous dis à très bientôt ce week-end, une super vidéo sur le combat aérien. Là, on l'a tournée, elle est en cours de montage, j'en suis très très content. Si vous voulez tout comprendre sur le combat aérien, c'est ce week-end sur la chaîne. Et la semaine prochaine, je vous parlerai du Rafale en Inde. Allez, all the best, fly safe.